Alors bonjour à tous et bienvenue sur ce premier chapitre de Track and Fit. Track and Fit sera le rendez-vous de toutes celles et ceux qui font et qui s'intéressent à l'actualité de l'athlétisme en France. Nous rencontrerons donc des personnalités, des athlètes, des entraîneurs, des bénévoles, bref, des passionnés qui brillent ou qui font briller les pistes d'athlétisme et leurs à côté. L'objectif et le thème du jour est de parler d'abnégation, de courage, de volonté, de mental, de réussite, mais aussi d'échecs, de blessures, de rêves et de désillusions. Et c'est avec deux champions qui, tels des phénix, viennent de renaître de leurs cendres que nous allons aborder ces sujets aujourd'hui. J'ai le plaisir d'accueillir et l'honneur d'accueillir Nawal Méniker et Dimitri Bascou. Bonjour à tous les deux. Bonjour. La première chose que j'ai envie de vous demander pour cet entretien, c'est déjà de nous parler un petit peu de vous présenter, puisque moi personnellement je vous connais plutôt bien, mais peut-être que nos auditeurs ne vous connaissent pas encore parfaitement. Donc peut-être Nawal, est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur toi ? Qui es-tu, Nawal Méniker ? Bonjour, je m'appelle Nawal Méniker, j'ai 25 ans et je fais du 100 hauteur. Je fais des études à distance de design d'intérieur, je m'entraîne sur l'INSEP. Je suis entre l'INSEP et les États-Unis, donc je passe une partie de l'année aux États-Unis avec Michael Anani et l'autre partie de l'année en France, donc sur l'INSEP avec Thierry Blancon. Donc je mène le double projet. Tu pratiques l'athlétisme depuis combien de temps ? Ça doit faire maintenant 13 ans que je fais l'athlétisme. Je suis licenciée au club au CA Montreuil, 93. Dimitri, à ton tour. Je m'appelle Dimitri Bascou, j'ai 35 ans, donc encore jeune pratiquant dans l'athlé. Je fais du 110 mètres haies. À côté de ça, on va sûrement en parler, mais mon projet a fait que je me suis orienté vers la discipline d'entraîneur. Donc, je suis aujourd'hui ce qu'on appelle un entraîneur entraîné, c'est-à-dire que j'entraîne et je m'entraîne par mon biais et par rapport à ce que je mets au programme dans mon groupe d'entraînement, qui est à Noisy-le-Grand. Donc, je suis entraîneur au club de Noisy-le-Grand, Le Gant, d'un groupe de sprint. Voilà, que depuis août 2022. J'ai repoussé, comme beaucoup de ma génération, ma carrière pour les JO de Paris 2024. Je vais revenir un tout petit peu quand même rapidement, parce que vous êtes particulièrement modestes tous les deux. Donc Nawal nous disait qu'elle était spécialiste du saut en hauteur. Elle a actuellement un record donc à 1m92, réalisé dernièrement. Tu as également, et je crois que tu l'as toujours, le record de France cadette avec 1m87. Donc voilà, les cadettes, c'est les moins de 18 ans, pour ceux qui ne connaissent pas bien. Tu as également obtenu une médaille d'argent aux Jeux Olympiques de la jeunesse en 2014. Et tu as fait médaille d'argent également au championnat d'Europe junior en 2015. Tu as 9 sélections chez les jeunes. Et on va dire, si tu me permets, que tes dernières grosses perfs, autres celles du mois dernier, remontaient grosso modo à 2015-2016. Du côté de Dimitri, donc, tu as un record personnel en 13-12, si je ne me trompe pas, sur le 110 mètres haies, mais également un record personnel de 7,41, 7 secondes et 41 centièmes sur le 60 mètres haies, puisque tu détiens le record de France de la discipline en salle depuis 2016. Tu es également médaillé d'argent des championnats d'Europe en salle en 2015, médaillé d'or en 2016 au championnat d'Europe d'Amsterdam, également médaillé de bronze au championnat du monde en salle à Portland en 2016, médaillé de bronze au JO de Rio en 2016, 5 sélections chez les jeunes et 17 sélections en équipe A, donc l'équipe élite en équipe de France. Il y a à peu près tout. Voilà, bon, j'ai pas cité tous les médailles nationales, évidemment, parce qu'il y en aurait eu un petit peu aussi, mais déjà au niveau international. Et donc justement, dans tout ce que j'ai cité, on entend à chaque fois des grosses performances, en tout cas dans la période 2015-2016. Mais après, derrière, il y a eu des périodes un petit peu plus compliquées, on va dire. Et il y a quelques semaines, lorsqu'on était en train de réfléchir justement à ce format de discussion qu'on voulait créer avec les athlètes et parler d'athlétisme avec les gens du terrain, vous nous avez offert un menu de choix, puisque il y a quelques semaines, vous faites votre rentrée hivernale tous les deux à Aubonne lors des championnats régionaux, si je ne me trompe pas, puisque vous êtes tous les deux en Île-de-France. Donc vous faites votre entrée dans la salle couverte de Aubonne et vous réalisez tous les deux une performance, une très belle performance, on va dire, de rentrée, puisqu'on sait qu'évidemment il y a une progression tout au long de la saison chez les athlètes et qu'on n'arrive pas dès la première compétition à son top de forme. Et malgré ça, sur votre première sortie, vous réalisez une très belle perf. Et c'est pour ça que je vous ai un petit peu surnommé tout à l'heure les Phénix, parce
parce que on va y revenir évidemment. Vous avez eu des périodes très compliquées ces derniers temps, et puis là, c'est un seul coup une sorte de renaissance, une sorte de lumière au bout du tunnel qui est enfin arrivée, et c'était pour ça qu'on voulait absolument voir avec vous ce parcours que vous avez vécu. On va recommencer avec toi, Nawal. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui s'est passé justement après avoir... comment dire, je ne voudrais pas utiliser des mots qui peuvent être mal pris, mais en gros, quand tu étais jeune, si je symbolise pour les gens qui ne te connaissent pas, on s'est dit, mais c'est quoi cette pépite qui arrive sur le territoire? Elle est incroyable, elle gagne beaucoup de choses en étant très jeune, et puis d'un seul coup, hop, on ne te voit plus sur les radars, on ne te voit plus sauter comme tu sautais. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que après, je pense 2015, donc la médaille d'argent sur les championnats d'Europe, on m'a demandé de venir m'entraîner donc sur le pôle de Dijon, donc le pôle France de hauteur. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça n'a pas du tout marché pour moi parce que je suis partie de chez moi, je devais avoir 16-17 ans. Donc je me suis retrouvée à avoir mon appartement toute seule, vivre dans une ville, je viens du sud de la France, donc de passer du sud à Dijon, donc vous imaginez la chose. J'ai plus de soleil, j'ai plus ma famille, je suis dans un nouvel environnement et en fait je me suis rendu compte que ça ne me plaisait pas et que ça n'allait pas. Rien ne marchait en fait comme je le souhaitais et comme ce qui m'était aussi promis. Donc du coup, j'ai passé 2 ans où j'ai ramé et j'y arrivais pas. Et j'ai commencé à perdre aussi le plaisir de sauter, le plaisir de m'entraîner. Je suis passée dans une période de dépression totale où en fait ce que j'avais envie de faire c'était de rentrer et d'arrêter l'athlétisme. J'avais ma famille derrière qui me disait non Nawal, il faut que tu continues, lâche pas, etc. Donc, et de l'autre côté, en fait, on me mettait la pression. J'avais la pression de mes sponsors, la pression de ma fédé qui me disait il faut que tu perds, si tu es là, on t'aidera, etc. Et en fait, je faisais plus d'athlétisme pour me faire plaisir, mais je faisais de l'athlé pour faire plaisir aux autres. Et en fait, ce qui fait que ça n'a absolument pas marché. Et d'où la décision par la suite de trouver un nouveau lieu d'entraînement. Donc à l'époque, j'avais mon ex-copain qui était sur Paris. Donc il m'a dit, tu sais quoi, essaye de demander sur Paris s'il n'y a pas un coach qui pourrait reprendre la main. Donc j'ai cherché avec mon ancienne coach du Sud et on a trouvé donc, Thierry Blancon, qui est toujours mon coach actuel et qui m'a énormément aidée à sortir de tout ça. Sauf qu'en arrivant sur Paris, ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai tout perdu. J'ai perdu toutes mes aides, tout mon soutien, toutes ces choses-là. Et en fait, j'ai été immédiatement blessée. Donc, il faut savoir que j'ai eu 4 fissures au niveau des tendons rotuliens droit et gauche. Une fissure au niveau de l'insertion aussi, donc en tout 5. Ça a été une galère. J'ai dû tout prendre en charge au niveau du médical. Je crois qu'on s'est même croisé d'ailleurs, Dimitri, chez, comment elle s'appelle, Tania, il me semble. Ah ouais, pour faire du laser. J'ai tout testé, j'ai tout fait pour revenir vraiment à mon maximum. Et en fait, j'y arrivais pas. Et c'était une sorte de cercle vicieux où petit à petit, j'ai perdu mes sponsors. Petit à petit, tu perds aussi, vis-à-vis des autres, t'es la pépite et puis du jour au lendemain, tu n'es plus rien en fait. Et puis on t'abandonne, on t'oublie. J'avais des remarques, ouais Nawal t'es trop grosse, ouais Nawal tu peux arrêter l'athlé, ou même sur les sautoirs, elle est finie, c'est que des commentaires comme ça. Et tu rentres dans un mood négatif où tu te dis, en fait, ça sert à rien de continuer, tout le monde me lâche la main, je deviens nulle, etc. Et en fait, j'ai eu une longue conversation avec Thierry, avec ma mère, avec des professionnels autour de moi, qui m'ont, en fait, si tu veux, dit il faut que tu continues. Si tu as toujours ce petit truc en toi, tu continues. Et puis, si tu n'as plus rien, à ce moment-là, tu pourras arrêter. Et en fait, j'ai jamais abandonné. Je me suis toujours battue, toujours. Du jour au lendemain, on m'a aussi refusé des accès à l'INSEP pour telle et telle raison. Donc, j'ai dû me démerder, trouver un appartement sur Paris. Il y a eu beaucoup de choses comme ça. Et je me suis entraînée dans des parcs. J'ai trouvé des partenariats avec des salles de muscu dans Paris. C'était un calvaire. L'hiver, j'étais dehors, sous la neige, sous la pluie, tout ce que tu veux. Zéro aide, vraiment zéro aide, rien du tout. J'avais mon club qui me soutenait, mais c'était pas assez par rapport à ce que je faisais. Donc, j'ai trouvé toutes les solutions possibles. Et au bout d'un moment, en fait,
j'ai eu le déclic. C'est pas un déclic, mais j'avais besoin de changer d'air. Et j'ai décidé à ce moment-là de partir aux États-Unis et de vivre l'aventure américaine tout en restant sur Paris. Et en fait, je pense que ça a fait un grand bol d'air frais, en fait, si tu veux. Et comme un nouveau départ. Ouais, un nouveau départ. Et je pense que c'est ce qu'il me fallait pour vraiment reprendre l'envie. Enfin, j'ai toujours eu envie, mais si tu veux, de reprendre plus goût à l'entraînement, toutes ces choses. Être loin aussi. Parce que du coup, quand t'es loin, t'es en compète aux États-Unis, t'as personne qui te casse la tête, t'as personne qui te regarde, t'as personne qui te juge, tu dois rien à personne. Tu te sens pas observé. C'est ça. Et tu peux faire ton truc toute seule. Et dans ma tête, c'était que du plaisir. Ne pense même pas aux sponsors, ne pense même pas aux gens à qui tu dois je sais pas quoi. Non, tu penses qu'à toi et tu te demandes aussi pourquoi tu as commencé l'athlétisme. Et en fait, c'est toujours ça qui revenait. J'ai commencé l'athlé parce qu'en fait, j'ai kiffé et je pensais à rien d'autre que de kiffer. Donc, c'est ce qui fait que aujourd'hui, j'ai perfé et puis je compte encore perfer et je suis plus épanouie que jamais, quoi. Merci beaucoup en tout cas pour ce première présentation et premier retour de ce passage pour toi. J'ai évidemment quelques petites questions à te poser, mais on va d'abord écouter la partie de Dimitri. Donc toi aussi Dimitri, une phase où tout va bien, où tu enchaînes les championnats, où les médailles tombent quasiment à chaque fois, et puis d'un seul coup ça devient compliqué, quoi. Bien sûr, après 2016, qui était la meilleure année de ma carrière, j'ai eu pas mal de soucis avec mon milieu de l'entraînement, donc mon groupe qui était à l'époque à l'US Créteil. J'ai dû prendre une décision un peu radicale de m'entraîner tout seul parce que j'avais pas le choix à ce moment-là. Donc il fallait que je reprenne les cordes pour ne pas perdre trop de qualité physique, puisque j'avais simplement pas la possibilité d'avoir un coach à l'entraînement. Et donc dès 2017, à la fin de l'été 2017, je m'entraînais déjà tout seul. J'ai récupéré une athlète qui était un peu dans la même problématique que moi, qui ne disposait pas d'un entraîneur. Et je me suis inspiré de 2 athlètes américains qui s'entraînaient ensemble à l'époque, Ryan Wilson et Ania Ali, qui avaient fait de très très bons résultats à l'international. Ryan Wilson qui avait fait vice-champion du monde, Nia Ali médaillée de bronze aux Jeux Olympiques. Donc je me suis dit, tiens, c'est peut-être possible d'aller dans ce sens-là. Et je me suis engagé dans l'entraînement en binôme avec une athlète sur 100 mètres haies pendant 2 ans. Donc, alors pour l'athlète, ça a très bien marché. Elle battait son record à chaque sortie et tout. Bon, pour moi, il y avait quand même une grosse différence par rapport à ce que j'avais connu auparavant. Et il fallait que je trouve des paramètres qui feraient que ça marche aussi pour moi, dans mon sens. J'ai quand même pu, cette année, à l'issue de tout ça, me qualifier pour les championnats du monde à Doha. Bon, après, faute à pas de chance, j'ai chopé une crève là-bas, j'ai pas pu récolter tout le travail que j'avais fait durant l'année. Mais ça restait quand même positif d'avoir pu faire une sélection dès la première année où j'ai décidé de m'entraîner tout seul. Ensuite, l'année 2020. L'année 2020 égale Covid. Et donc, jusqu'au Covid, ça s'était plutôt bien déroulé. Enfin, voilà, la préparation se déroulait bien. Et puis derrière, il y avait énormément de doutes qui sont installés, des additions de problèmes, etc. Et qui a fait que ça a prolongé le trou qui a suivi par la suite par, on va dire, un relâchement durant le Covid, parce que j'avais pas le choix, tout simplement. J'avais pas le choix. J'avais tenté d'aller m'entraîner à l'époque. Je me suis fait griller sur des stades alors que j'avais pas le droit d'être là. Donc à un moment donné, ça a commencé à aller loin. Donc j'ai juste dû lâcher l'affaire et puis commencer à gonfler les lacunes, quoi. Donc après, il fallait tout refaire. L'envie n'était plus vraiment là. Quand je revenais, je me faisais mal parce que du coup, il y avait tellement de retard qui avait été pris sur les préparations que revenir sur... je revenais sur des sensations, mes meilleures sensations, sauf que le corps... le cerveau, il était sur les meilleures sensations, mais le corps, il n'était pas prêt à ça. Et donc, du coup, à chaque fois, j'étais stoppé par une blessure, une petite lésion, des petites blessures qui
qui coupait la prépa et puis qui surtout mettait des doutes. Parce que la blessure, pour moi, c'est surtout psychologique. Parce que on peut facilement remettre un muscle en l'état, mais dans la tête, c'est totalement différent, quoi, ce qui se passe. Donc c'est surtout ça, à mon avis, qui m'a, on va dire, temporisé, on va dire, ce trou hein, pendant plus de 2 ans et demi. Et puis, jusqu'au jour où je me suis dit, bon, allez, ça commence à vraiment me gonfler, donc je vais arrêter l'athlétisme. Et j'ai arrêté l'athlétisme, clairement. J'ai arrêté en 2000, j'ai arrêté début 2022. Non, début 2021, j'ai arrêté. Mais à la place, je me suis plutôt, enfin, pas de suite, mais je me suis peut-être 2 mois après avoir arrêté, orienté sur la discipline de la musculation. Parce que c'est quelque chose que je voulais faire déjà depuis longtemps. Et puis, c'est quelque chose de complet et puis qui me parle. Donc, voilà, j'ai continué. Et puis, alors, ça m'a permis d'entretenir ma condition physique jusqu'au jour où j'ai un ami, Nicolas Boromé, un ami à moi, qui me dit tiens, ça te dit de faire une petite prépa pour les championnats interclubs là, début d'été et tout. Franchement, je sais pas, moi j'ai arrêté, machin, ça fait longtemps que j'ai passé des haies et tout. Vas-y, bon, j'ai pris quoi, peut-être 2 semaines à prendre la décision. Et puis au final, je me suis lancé dedans. Et puis en revenant sur les haies et tout, je me suis rendu compte que au final, les qualités n'étaient pas tant parties que ça. Bon, il y a en partie le fait que je m'étais entretenu pas mal en muscu et puis ça permet aussi de bosser sans trauma parce que j'avais le corps pas mal traumatisé. Donc j'ai pu faire beaucoup de renforcement durant cette période, ce qui a fait que quand je suis revenu sur les pistes, j'avais un corps qui avait récupéré, qui avait bien récupéré. Je pense que j'avais besoin de ça, de couper pendant un moment. J'avais un corps qui avait très très bien récupéré. Je m'étais renforcé sur pas mal de points et puis au final sur la piste, je trouvais que j'avais pas tant perdu que ça, quoi. Donc bon, après les championnats interclubs, je me suis dit tiens, allez, je vais voir pour m'engager sur 2-3 meetings. C'était bien parce qu'au final j'étais dans un mood où je me prenais plus la tête pour savoir putain, il faut que je me qualifie pour tes championnats, il faut que je fasse tel chrono, machin. Là, j'étais vraiment free, quoi. Vas-y, je fais ça limite pour m'amuser. Ça fait longtemps que je n'avais pas passé de haies. Ça m'avait manqué. Et puis voilà, c'était pas plus que ça. Et puis progressivement, au fur et à mesure de la saison, je vois que en enquillant des séances, avec 2 mois d'entraînement spécifique en athlète, puisque je fais que de la muscu avant, j'arrivais à faire des chronos pas trop mal, quoi, jusqu'à Sotteville où je fais carrément les minima pour les championnats d'Europe, qui était l'été dernier. Et puis avec des gars qui y allaient, bon, j'étais à 1/100 de Martino et d'autres Français qui étaient vraiment pas loin, à moins d'une dixième de moi. Donc je me suis dit, tiens, avec 2 mois d'entraînement, c'est quand même pas mal, quoi. Donc, du coup, je me suis dit, allez, vas-y, il y a Paris 2024. J'ai pas envie, en 2024, de me dire, punaise, il y a 2 ans, tu savais faire les minima, et là, aujourd'hui, tu les regardes à la télé. Non, je vais essayer de pousser le truc et de faire une vraie prépa. Cette fois-ci, je vais la faire devant A à Z. Donc, j'ai repris la prépa en août, un truc que j'ai jamais fait. Mes prépas, je les reprends en général en début octobre, fin septembre, début octobre. Dès août, j'envoyais. Alors, pourquoi aussi j'ai fait ça? Parce que je savais que j'avais pas de salle pour m'entraîner. Donc, il fallait que j'arrive à avoir les meilleures conditions possibles pour revenir en athlète. Donc, revenir en octobre, ça veut dire que je reviendrai directement dans l'automne et tout. Et voilà. Là, en août, j'avais encore le soleil. Je pouvais encore vraiment envoyer des séances avec des conditions de chaleur intéressantes. Parce que ça n'a pas manqué. L'hiver, là, c'était très, très dur. J'ai dû modifier énormément le programme que j'avais mis en place. Parce qu'il y avait des moments où je ne pouvais pas, quoi. Enfin, avec l'humidité, les traumas se révélaient. Certaines séances, j'avais juste mal partout, alors que
C'est juste parce que c'était humide, quoi. Un vrai corps de jeune, quoi. Donc j'ai bien fait de faire ça parce que au final j'ai beaucoup changé ma programmation et puis au final ça m'a quand même bien servi puisque j'arrive à faire une très très bonne rentrée à Aubonne en janvier. J'avais déjà fait une petite course à La Réunion en décembre. Alors on m'avait proposé de faire une course là-bas. La seule chose que j'ai pensé c'est le soleil. J'ai dit bah tiens. Ce serait pas mal de faire de sortir un peu du froid parce que je sais qu'il fera froid à cette période-là et de faire ma rentrée dans des conditions plus intéressantes. Et franchement, en 30 minutes, j'étais déjà chaud bouillant. J'étais ouais, ça change quoi. Et du coup là, j'attends l'été avec impatience pour pouvoir faire une prépa vraiment sans contrainte quoi. Et voilà quoi. Super intéressant vos deux retours. Alors moi, il y a plein de choses hyper intéressantes dans ce que vous avez dit et sur lesquelles j'aimerais revenir, mais il y a un facteur que vous avez annoncé tous les deux, qui est le côté mental, le côté plaisir aussi. Et ça, on entend de plus en plus parler. On a aussi malheureusement des cas un petit peu moins drôles où on sait que, tu en as parlé Nawal, mais la pression, tout ce que peut ressentir l'athlète, tout ce qu'on peut lui demander d'endosser, alors que réellement, le rôle de l'athlète, il est là principalement pour s'entraîner et pour réaliser des performances. Donc c'est vrai que tout ce qui touche un petit peu à la côté, à tout ce qui va être les préoccupations médias, tout ce qui va être aussi les attentes éventuellement d'une fédération, d'un sponsor, etc. On sait que c'est compliqué aussi. Mais tous les deux, finalement, vous avez réussi à ressortir, on va dire, à émerger à nouveau comme vous l'aviez fait au moment où, finalement, vous faisiez l'athlète tous les deux par pur plaisir. C'est ce que vous faisiez, c'est ce qui vous a fait réussir. Et puis après, il y a eu des contraintes, il y a eu des choses qui ont moins bien fonctionné. Et puis d'un seul coup, en fait, quand vous reprenez, disons, les rênes de votre chemin, où vous voulez refaire à nouveau les choses pour vous amuser, et ben finalement, on sent que les choses repartent à nouveau dans le bon sens. Et je pense que parmi nos auditeurs, il y en a beaucoup qui doivent se retrouver un petit peu dans ce cadre-là de figure, où en fait, à un moment donné, quelle que soit leur discipline, ça peut être de la course sur route, ça peut être juste de la remise en forme, ça peut être évidemment de la performance aussi. Mais à un moment donné, je pense que, peut-être vous l'avez vécu, vous allez pouvoir nous le dire, est-ce que vous, à des moments, vous vous êtes dit, là, je vais à l'entraînement pour mon coach, ou là, je vais à l'entraînement pour mon club, et pas, je vais à l'entraînement pour moi. Ça vous est déjà arrivé, ça, par exemple, de ressentir cette sensation-là, ou pas trop? Vous avez toujours gardé un peu ce cap C'est pas forcément pour le coach ou quoi, mais c'était plus, je sais pas, pour garder sponsor, pour garder la forme, pour montrer qu'on est toujours là et qu'on s'entraîne toujours. Mais ouais, si, ça a pu arriver quelques fois, ouais. Alors moi, c'était différent. Je pense que je vais à l'entraînement pour conserver la forme et j'espère pas me faire mal, quoi. Ouais. C'était ça, quoi. Et j'espère arriver en compétition et faire ce que j'ai à faire. Mais après, quand tu arrives dans cet état d'esprit-là à l'entraînement, il n'y a pas de plaisir. Hein. Non, ouais, je suis d'accord. T'es pas là, t'es pas comme quand tu étais cadet ou machin. T'étais là, limite, tu t'amusais à l'entraînement. Là, tu y vas pour conserver un truc, pour appliquer quelque chose après en compétition et t'espères que ça va aller. Enfin, il n'y a pas de plaisir. Le plaisir n'est plus là. Espérer retrouver un petit peu la flamme en fait que tu avais, pu avoir avant, quoi, en fait, tout simplement, quoi. Ok, donc ça c'est bien parce que je pense que c'est important aussi pour tous ceux qui sont dans ce cas de figure, parce que ce qui me fait super plaisir pour vous, et en plus j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de vous voir, que ce soit dans le magasin de Maison Alfort que j'ai l'occasion de diriger depuis plusieurs années, où vous reveniez vous équiper, des choses comme ça permet aussi de garder ce contact avec vous. Mais on se rend compte que vous avez réussi à passer cette épreuve difficile, mais je pense qu'il y a énormément de gens, et on en a vu tellement ces dernières années, d'athlètes qui promettent, entre guillemets, on dit ça des fois, qui promettent des choses, mais alors c'est pas eux individuellement qui promettent, c'est les gens qui estiment que l'athlète est prometteur. Quand je dis ils promettent, c'est pas eux, les pauvres, mais puis finalement en fait sombrent dans de la déprime, dans de la non-réussite, ou qui surfent sur de la réussite jeune, et puis le premier obstacle qui parfois leur tombe dessus sans qu'ils l'aient
attendu, est difficile à surmonter. Et vous, en fait, ce que je trouve magnifique, et je vous en félicite encore une fois, c'est d'avoir réussi à dépasser en fait tous ces obstacles. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres, je pense que vous en avez conscience, mais je pense qu'aujourd'hui vous avez aussi peut-être une certaine force et une certaine manière d'appréhender les choses, de manière à ce que si d'autres obstacles se représentent à vous, en fait, une certaine maturité qui fera que peut-être vous allez mieux le gérer. Est-ce que dans ce cadre-là, vous avez des... Alors peut-être pas des conseils, on va pas dire que... Enfin, on peut peut-être dire des conseils quand même, mais c'est toujours difficile parce que je pense que c'est propre à chacun. Mais est-ce que vous auriez en fait des choses à transmettre à tous ceux qui nous écoutent et qui se disent ouais, mais moi aussi, ça fait 2 ans que je galère, moi aussi, j'arrive pas, ou 3 ans, ou peu importe, ou des fois peut-être juste 1 mois, parce qu'il y en a peut-être qui se démotivent vite, mais est-ce que vous avez des choses que vous pourriez justement donner aux gens qui permettraient que peut-être ils puissent suivre un peu votre chemin? Je pense déjà qu'il y en a qui misent un peu trop sur la clé. Enfin, c'est-à-dire que la vie, c'est pas forcément la clé. Donc, souvent, ceux qui se retrouvent dans cette situation-là, ils sont totalement habités par un projet qui leur prend toute leur énergie. Et je pense que s'ils prennent du recul déjà par rapport à tout ça et qu'ils voient que la vie, elle est aussi plus vaste que ça, eh ben justement, ça va les libérer et justement, peut-être donner quelque chose d'intéressant dans leur projet d'athlète. Donc, prendre du recul sur son projet pour pouvoir l'améliorer, c'est aussi une chose qui fonctionne, à mon avis. Voilà, donc d'être habité par son projet, c'est bien, mais il ne faut pas non plus que ça nous blesse constamment parce qu'on n'y arrive pas. Et voilà, faut qu'on arrive à normaliser l'échec dans certains cas et puis savoir que la vie elle continue, quoi, même si ça marche pas. Et c'est comme ça, hein, pour moi, à mon avis, que ça débloque quelque chose. Grosso modo, il faut que le projet il soit une flamme, mais qu'il ne soit pas en fait une épée de Damoclès, quoi. Faut pas que ça soit une contrainte constante. Et il y en a qui s'étouffent, en fait. Ils se noient là-dedans progressivement et puis ils n'y arrivent jamais parce qu'ils n'arrivent pas à remonter la pente. Et puis ils accumulent tellement de négatifs là-dedans que lorsqu'ils remettent les pieds sur la piste, toute cette bulle négative, ils sont tout simplement noyés dans cette bulle négative, ils n'arrivent pas à remonter la pente. En fait, il faut juste qu'ils, pour moi, à mon avis, en tout cas, je pense que c'est à peu près pareil avec Nawel, c'est que la prise de plaisir, enfin la notion de plaisir est venue, elle est venue avec une distance. On a pris une distance à un moment donné, et la notion de plaisir est d'abord revenue avant la performance. On pourrait dire que, parce que même si on parle de plaisir, tu l'as dit aussi Dimitri lors de ton explication, il y a aussi eu quand même un petit objectif derrière. C'est-à-dire qu'on sait quand même qu'il y a des jeux dans 1 an, on sait qu'il y a quand même naturellement, surtout en France, c'est chez nous, donc c'est vrai que c'est ce qui t'a aussi un peu animé. Mais c'est vrai que tu gardes l'idée que tu ne veux plus, en fait, je pense, y aller avec de la contrainte, quoi. L'idée, c'est d'y aller, mais pour prendre du plaisir. Si ça se passe bien, tant mieux, ça sera du 100%. Et puis, si tu n'y arrives pas, tu auras mis en tout cas des choses en place et sans doute que ça sera de toute façon pas perdu. Le but, c'est vraiment qu'à la fin, le constat final soit j'ai tout donné pour et j'ai aucun regret, hein. Franchement, je pourrais pas me dire t'as été feignant sur un truc, machin. Là, j'ai vraiment tout donné et derrière, le constat, je le prendrai comme il est. Et je tiens quand même à dire que la notion d'attaquer Paris 2024 est venue à la suite de cette notion de plaisir dont je parle, c'est-à-dire de revenir, passer des haies, et puis de kiffer, repasser des haies et tout. C'est quelque chose que j'avais perdu. Et puis c'est d'abord ça qui s'est installé, puis derrière, l'envie de remettre des échéances de compétition. C'est pas d'abord Paris, puisque sinon j'en aurais déjà parlé depuis longtemps. Puis je me voyais pas tenir jusqu'à Paris 2024 de toute façon. Donc non, il y a eu d'abord cette notion-là qui s'est installée, et puis par la suite je dis tiens, en plus moi ce qui m'anime, c'est les gros objectifs et tout. Donc ça s'est additionné au fur et à mesure, quoi. Tous les deux, j'ai une petite question à vous demander. Est-ce que vous arriveriez à exprimer, là je parle surtout pour ceux qui ne pratiquent pas vos disciplines, même si ils pratiquent de l'athlé peut-être, mais qui n'ont pas eu l'occasion de faire du 110 mètres haies, du 60 mètres haies ou de la hauteur, qu'est-ce que vous ressentez
en fait, ou est-ce que vous ressentez quelque chose déjà au moment où vous réalisez votre performance? Je ne parle pas juste au moment où c'est fait et que là, on explose. Je parle de la sensation, en fait. Qu'est-ce que vous ressentez, toi, Nawal? Tu es sur une discipline de saut. Est-ce que tu ressens quelque chose de particulier quand tu sautes, ou est-ce que finalement tu le fais et voilà, c'est tout, ou il y a un truc qui fait que ça t'anime, ça te propulse? Et je fais une discipline, donc c'est du saut en hauteur, donc il faut franchir une barre. Et moi, ce qui m'anime, c'est d'aller chercher cette barre et de la franchir et de la passer, en fait. C'est un kiff de... Je suis là, je suis face à elle, donc je me dis, il faut que je franchisse ce mur. Et en fait, une fois que c'est fait, c'est waouh, je kiffe. En fait, c'est un réel kiff, et c'est, comme le disait Dimitri, c'est un plaisir. En fait, quand j'y vais, quand je suis sur le sautoir, que ce soit aux élites ou peu importe, quand les barres montent, je suis là, mais trop bien. Vas-y, feu, continue, tu vois. Et en fait, c'est ça. Moi, c'est... Comment dire, je raisonne plus ou moins pareil que Dimitri, dans le sens où, après toutes ces années de galère, je me suis dit, donc c'est full plaisir, c'est que du plaisir avant tout, et je mets toutes les chances de mon côté. Comme ça, j'aurai zéro regret dans 6 ans, 2 ans, 3, peu importe. J'aurai zéro regret, donc je mets tout ce qu'il faut. Et je voulais revenir sur un point, c'est que parfois, il y a beaucoup de personnes, je pense, qui se reposent sur leur acquis et qui n'osent pas aussi franchir le cap. Tu vois, moi, par exemple, pour les États-Unis, ça s'est fait du jour au lendemain. Je me suis dit, tu sais quoi, tu mets toutes les chances de ton côté, tu kiffes, tu y vas. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Au moins, j'aurais essayé, tu vois. Et en fait, je pense qu'il y a des gens qui se bloquent, tu vois, et qui n'osent pas faire ce pas. Ça peut être en France, ça peut être aux États-Unis, ça peut être en Europe, peu importe, mais qui n'osent pas, genre, franchir ce cap de se dire, si j'essaye, peut-être que, tu vois. Et moi, j'ai réussi à faire cette chose-là, et j'en suis extrêmement contente parce que ça marche aujourd'hui pour moi. Mais je pense que c'est ce petit truc-là, toujours croire en soi, qui fait que ça emmène aussi, tu vois, au plaisir et à la performance. Moi, c'est ce qui m'a fait kiffer avant tout, c'est que je suis arrivée aux States, donc soleil, bonnes conditions d'entraînement, etc. Et en fait, dès que j'ai repris le saut, pareil, au début, j'y suis partie il y a 1 an. Donc j'ai fait 3 mois d'entraînement avec Mike, donc j'avais zéro base, j'avais plus rien. Et en 3 mois, quand j'ai fait Pierre Bénite, je suis revenue, j'ai fait 85. J'avais pas fait ça depuis 8 ans, je crois, ou je sais même plus, je compte même plus. Mais parce que dès que je suis arrivée, je kiffais sauter, quoi. C'était le plaisir. Et c'est le plaisir qui a fait que derrière, tout s'est enchaîné, et tout s'enchaîne aussi aujourd'hui. Parce que quand j'y vais vraiment avec l'optique de kiffer, c'est tout. Je vais même pas dans l'optique de me dire, ouais, il faut que je fasse ça, ça, ça. J'ai même pas d'objectif. Mon objectif, c'est d'aller au-delà de mes limites. Et c'est ça. C'est je vais au-delà de mes limites tout le temps. Comme ça, j'ai zéro regret à la fin, et c'est tout. Pour celles et ceux qui nous écoutent et qui aimeraient comment dire, visualiser un peu à quoi ressemble ce que tu viens de nous décrire, je les invite vivement à aller regarder les vidéos de la Fédération française d'athlétisme, puisqu'on a depuis quelques années maintenant, et surtout cette année, je trouve des montages extrêmement beaux qui sont réalisés par la Fédération, et notamment en partenariat avec Athlé TV, et on a une retransmission intégrale que je rappelle est gratuite pour tous les licenciés de la fédération et qui permettent de voir les championnats, même également des meetings. Et c'est vrai qu'on a eu notamment ces images où je trouve ça superbe, en fait, cette phase où tu es hyper concentré. On a l'impression, comme tu le disais, en fait, tu as cette barre que tu dois franchir, et même on a l'impression que tu communiques avec elle, quoi, comme si tu étais en train de te chauffer avec elle, quoi, de dire t'inquiète, j'arrive. Enfin, c'est un peu l'impression que ça donne, c'est de dire ok, c'est un duel, quoi, en fait. On est en train de se fighter tous les deux, t'inquiète pas, je vais venir et je vais t'éclater, quoi, en fait. C'est un petit peu ça, et on voit cette libération surtout avec ton petit geste maintenant qui va devenir une mimique, à mon avis, au moment où la barre est franchie. Voilà, on sent qu'il y a un peu comme la potion d'Astérix qui te passe dans le corps, et là, voilà, c'est l'explosion, c'est le plaisir. Ton côté, Dimitri, c'est quoi la sensation que tu aimes le plus dans ta discipline? Qu'est-ce qui te fait vibrer, quoi? Les haies, c'est assez la sensation d'avant une course, elle est assez particulière, puisque on a non seulement une partition à réciter, et puis en plus de ça, on a plusieurs chances de se prendre des barrières, de faire des fautes qui peuvent contrer la performance. Donc il y a une forme de stress qui est assez particulière avant chaque course. Et ce stress-là, en fait, on doit le surmonter constamment par notre confiance technique. Et voilà. Et donc,
c'est une adrénaline qui est assez particulière. C'est dur à expliquer, hein, franchement, mais et cette adrénaline-là, une fois que le coup de feu il est lancé, une fois qu'on est dedans, il y a quelque chose qui se passe et c'est pour moi le meilleur moment, en fait. Et de sentir qu'on est tous là à affronter les barrières et de faire le mieux possible pour finir devant. C'est ce moment-là vraiment que je préfère et c'est pour ça que j'aime bien courir avec des gars forts à côté parce que derrière ça se bat et c'est le meilleur qui gagne, quoi. Je pense que ça, c'est vraiment la marque des champions aussi. Ce que je trouve vraiment, vraiment intéressant, c'est que quand on a des athlètes de votre niveau qui visent l'excellence, aussi bien pour eux que pour la réussite globale, en fait, vous ne vous arrêtez pas non plus à l'adversaire. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment génial parce que, en fait, plus l'adversaire face à vous va être fort, et plus limite vous allez aimer ça. En fait, je suppose que aujourd'hui, ça ne vous intéresse même pas en fait d'aller dans une compétition où vous savez déjà que vous allez gagner en fait, parce qu'il n'y a pas ce côté de se dire en fait, il va falloir que je me pousse, que je me transcende. Moi personnellement, ça fait aussi plus de 30 ans que je fais de l'athlétisme, et c'est vrai que ce qui m'anime encore aujourd'hui, c'est d'essayer de se dire en fait, je vais essayer d'aller plus loin que ce que je me crois peut-être capable. Je vais essayer de me pousser dans mes retranchements. Et c'est ce qui fait aussi autant de satisfaction une fois que c'est réussi. Parce que Nawal, ça dure un petit peu plus longtemps parce qu'un concours, il y a plusieurs étapes. Toi, une course, on peut dire que tout compris avec l'appel du starter, je pense qu'en on va dire 40 secondes, tout est plié. Donc c'est vrai que c'est extrêmement court. On se dit, on s'entraîne pendant des mois, on va travailler pendant des semaines, avec tous les risques que ça comporte, comme vous l'avez dit, le froid, les lieux d'entraînement, etc., toutes les difficultés qu'on peut rencontrer, les doutes et tout ça. Et puis en quelques secondes, en fait, tout doit se faire. C'est vraiment quelque chose d'impressionnant. On a presque terminé notre rendez-vous. Je voudrais juste vous demander, et je pense que c'est ce qu'on fera un petit peu avec tous nos prochains interlocuteurs aussi, qu'est-ce que ça représente pour vous de porter le maillot de l'équipe de France ? C'est une satisfaction, un honneur, c'est le fruit aussi de tout notre travail. Je trouve que c'est important. C'est pas la finalité, mais c'est important. C'est une étape en plus. On sait que ce maillot de l'équipe de France, évidemment, il ouvre des portes, parce même si aujourd'hui, et on a l'occasion, évidemment, en tant que partenaire avec Iron, de pouvoir proposer ces tenues à l'ensemble des Français, c'est vrai que quand on le porte, parce qu'on nous l'a donné, parce qu'on est sélectionné, on sait obligatoirement que l'échéance va être belle, puisque en plus, vous faites partie d'un collectif. C'est vrai que ce maillot, il ouvre pas seulement des portes de compétition, il ouvre aussi les portes d'une sorte de famille, qu'est l'équipe de France. Donc c'est vrai que c'est aussi assez différent. De ton côté, Dimitri? Alors c'est vrai que il y a beaucoup d'athlètes à notre époque qui se plaignent un peu des difficultés qu'on a même en étant dans l'équipe de France, etc. Mais je pense que moi perso, je vais un peu plus loin que ça pour garder cette fierté, parce qu'il faut simplement se remémorer l'histoire même de l'équipe de France depuis même les créations de l'INSEP. Et lorsqu'on joint tout ça bout à bout, on peut avoir qu'une énorme fierté de porter ce maillot et puis de défendre ses couleurs dans les championnats pour tous les acteurs du sport français depuis les années 30-40 jusqu'à aujourd'hui. Donc tout ça moi personnellement me transcende quand je porte le maillot et c'est à tout ça que je pense, quoi, malgré les problèmes qu'on a aujourd'hui. Même dans l'accomplissement de nos projets pour la performance, je vais au-delà de ça et je pense vraiment au vrai poids de l'équipe de France depuis quasiment un siècle. L'équipe de France a eu un passé qui a été quand même particulièrement beau, même si aujourd'hui on entend beaucoup de gens qui sont un peu entre guillemets des détracteurs et qui se plaignent de ce que font les Français, mais on sait aussi qu'on n'a pas forcément au niveau national un engouement pour le sport, ou en tout cas des conditions comme on peut le trouver aux États-Unis ou dans certains pays où vraiment le sport c'est quelque chose qui a une place extrêmement importante dans la vie de tous les jours, même si on espère que ça évolue bien et qu'avec les Jeux à Paris ça va encore évoluer. Et donc pour terminer, puisque là il y a une échéance quand même, on va dire on ne peut plus proche, si je ne me trompe pas, je crois que vous décollez dans 2 jours pour rejoindre
Pour- Dans 2 jours, vous allez décoller pour rejoindre Istanbul, puisque c'est le lieu des championnats d'Europe d'athlétisme en salle 2023, et que vous êtes tous les deux qualifiés à l'issue des championnats de France élite qui ont eu lieu la semaine dernière. Donc, on vient de le dire, je pense que vous n'allez pas me dire que vous y allez pour la médaille. Je pense que là, vous allez y aller pour vous faire plaisir, mais... si en plus, évidemment, il y a des choses derrière, des performances, on parle toujours de médailles, mais c'est des records personnels, des accomplissements. Je pense qu'on l'a dit encore une fois, c'est pas forcément l'échéance, c'est pas forcément la semaine prochaine. C'est sans doute qu'une étape. En tout cas, je vous le souhaite. Mais de ce côté-là, voilà, dans quel état d'esprit, j'ai envie de dire, aujourd'hui, vous vous présentez à ce championnat d'Europe qui arrive ? Je ne vous demande pas forcément de prendre des positions sur des objectifs. Je ne suis pas là pour vous mettre la pression, encore une fois. Bon, après, si je vise mon record, je pense que derrière là, il y a de fortes chances d'avoir une médaille. Mais en tout cas, ouais, là je vise surtout de kiffer le championnat, quoi, et puis de revenir sur les pistes avec ce maillot justement de l'équipe de France, parce que ça fait déjà depuis, la dernière fois c'était quand même à Doha en 2019, ouais, c'est ça, et mais bon, c'était pour moi pas un championnat accompli, donc en gros j'aimerais revenir sur un championnat avec le maillot dans ma meilleure état de forme, quoi. Et c'est vraiment l'objectif, quoi. Alors, venir et puis sentir que je suis là pour quelque chose et que j'ai accompli ce que je voulais. Moi aussi, kiff, plaisir, remettre enfin le maillot de l'équipe de France, surtout que c'est ma première sélection en senior, donc c'est juste oufissime. J'ai hâte et surtout de me confronter à mes adversaires internationaux, parce que c'est ça qui me transcende aussi, comme disait Dimitri. C'est cette atmosphère-là, c'est ce kiff, et j'ai hâte, j'ai vraiment hâte. J'attends que ça là. Bien, en tout cas, c'est tout ce qu'on va vous souhaiter. On suivra ça évidemment avec attention, et puis on aura l'occasion évidemment de se retrouver prochainement. Et, je vais cette fois-ci vraiment terminer juste pour dire un petit mot par rapport à l'équipement que vous utilisez, puisque on est évidemment ici dans les studios de The House of Running, donc la boutique parisienne d'Iron. On avait l'habitude de se croiser plus régulièrement dans la boutique The House of Performance de Maison Alfort, anciennement Athlé Running. Et donc, obligatoirement, nous, on est aussi spécialisé dans tout ce qui est équipement. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire juste un tout petit mot sur votre équipement ? S'il y a peut-être un équipement fétiche ou une chose une mimique, un truc lié à votre équipement. Je sais pas, il y a des gens des fois qui ont besoin de mettre leurs chaussures de telle ou telle manière, n'importe quoi. En fait, une petite anecdote sur votre équipement. Est-ce qu'il y a quelque chose est-ce que vos pointes, vous les gardez toujours avec vous ? Est-ce que voilà, des petites choses comme ça. Il y a des fois une sorte de rituel, voilà, exactement, de petite proximité avec son équipement, ou est-ce que complètement, par contre, vous êtes détaché, l'équipement finalement c'est secondaire, vous pourriez prendre une paire, une autre, peu importe, ou courir avec un sous-vêtement ou un autre, peu importe. Enfin, on ne sait jamais, des fois il y a des choses... Pour ma part, moi, il faut que j'ai mes pointes, etc. Mais j'ai toujours mon petit rituel dans le sens où il faut que j'ai les ongles faits. Tu vois, là, j'ai les ongles rouges. J'ai fait mes ongles tout à l'heure pour sortir au mode de l'équipe de France. Non, il faut que je sois bien. Il faut que tout soit nickel. Mon petit plaid, ma petite couverture, ma petite gourde. Enfin, j'ai toujours mon petit truc et ça se passe toujours comme prévu. Donc, mais j'ai pas non plus d'énormes... C'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà ça. Hein. Ouais, alors moi... Pour ce qui est non, pour ce qui est des caleçons fétiches, tout ça, j'ai arrêté ça très très vite parce que ça s'accumule, quoi. Donc tu l'as fait. Ouais, je l'ai fait. J'ai fait caleçon fétiche, sac fétiche, vraiment. Ça s'accumule parce que on rassemble ce qui a marché et puis au final on se retrouve avec 10 trucs fétiches. Il suffit après qu'on en oublie un et puis là les doutes. C'est fini là. Les doutes ils s'installent et j'ai pensé à ça. Je me suis dit un jour je vais oublier des trucs et là je vais rater la compète. Donc du coup j'ai arrêté avec ça. Non, moi j'aime bien juste savoir que puisque je cours avec une manche qui me permet de ressentir cette tension technique et c'est l'un des trucs les plus importants pour moi. Et je m'assure vraiment de l'avoir à chaque fois. Je suis content que tu en parles. Je voulais pas te lancer la perche, mais tu es quand même l'athlète français, on va dire, qui porte sa tenue avec à chaque fois une manche équipée, et enfin un bras équipé, on va dire, et un bras non équipé. Et c'est vrai que ça peut, enfin voilà, il pourrait y avoir des critiques, il pourrait y avoir des surprises, des étonnements.
Et donc je suis content que tu aies abordé aussi ce sujet sans que je te lance. Donc voilà, pour toi, c'est une histoire de ressenti en fait. Tu te sens mieux comme ça. Ouais, carrément. Ça me permet de mieux identifier ma technique sur certaines choses et puis d'avoir une valeur sûre sur mon ressenti, quoi. Eh ben, je vous remercie beaucoup en tout cas d'être venu et d'avoir partagé ce moment avec moi. C'était un grand plaisir et vous savez à quel point on vous apprécie et à quel point on vous souhaite bon courage et bonne chance pour kiffer au maximum dans les prochains jours sur les compétitions et sur les mois à venir. Et donc à très bientôt. Merci à tous de nous avoir écoutés. À une prochaine. Au revoir.